Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous sommes le 6 mai 2025, date clé à laquelle est célébrée cette année la journée mondiale de l'asthme, l'occasion de sensibiliser le public sur cette maladie chronique. Elle se manifeste par des crises qui provoquent une gêne respiratoire et des sifflements. Elle est liée à une inflammation chronique associée à des perturbations locales du tissu respiratoire. Focus donc dans l'invité de la rédaction ce soir sur ces symptômes, son dépistage ainsi que les moyens de la prévenir. Asthme au Maroc, quelle prévalence, quel diagnostic, quels sont les traitements disponibles? Nous répondrons à ces questions ce soir avec le professeur Amin Hassani. Vous êtes notre invité ce soir, vous êtes professeur de pneumologie, vous êtes également pneumo-allergologue pédiatrique, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous êtes directeur national de pneumologie pédiatrique et pédiatre à l'hôpital de Sheikh Zayed. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, on va parler de cette maladie chronique qu'est l'asthme, une maladie silencieuse peut-être dans un premier temps. Que pouvez-vous nous dire sur cette maladie? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment apparaît-elle? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil, pour l'intérêt que vous portez à la journée mondiale de l'asthme et donc à l'asthme dans sa globalité. L'asthme est une maladie connue depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité, connue sous forme, on l'appelait l'épilepsie du poumon. En fait, c'est une pathologie qui peut revêtir plusieurs aspects cliniques, c'est-à-dire que parfois c'est des sifflements, parfois c'est des exacerbations qu'on appelle couramment des crises, parfois c'est uniquement de l'atout. Parfois, c'est de la gêne à l'effort. C'est des gens qui n'arrivent pas à faire un effort, ils sont essoufflés. Donc, là, les manifestations sont multiples. Maintenant, pour son importance, c'est une maladie très fréquente. Très fréquente dans la mesure où, actuellement, on peut compter pratiquement 400 à 500 millions de personnes atteintes d'asthme à travers le monde et que pratiquement 400 000 à 300 000 à peu près en meurent chaque année. Donc, c'est une maladie qui est importante. Qui impose un coût important. Par exemple, aux États-Unis, le coût inhérent à la maladie asthmatique est pratiquement de 80 milliards de dollars. Donc, c'est une maladie importante, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique également. Une maladie qui tue un certain nombre de personnes, vous l'avez dit, d'où l'importance de sensibiliser un petit peu le public sur cette maladie, d'où cette journée, justement, Oui, mondiale. effectivement, c'est une maladie qui peut tuer. Fort heureusement, aujourd'hui, elle tue de moins en moins parce que les gens sont de mieux en mieux pris en charge. Donc, quand on est bien pris en charge, on peut éviter ce taux de mortalité. Mais quand c'est négligé, quand ce n'est pas pris en charge, effectivement, c'est une maladie qui peut être dangereuse. À quel moment cette maladie peut-elle apparaître de manière générale? Est-ce que c'est une maladie silencieuse? C'est une maladie qui peut être silencieuse, c'est-à-dire que ne pas avoir de manifestations cliniques ou bien des manifestations cliniques très faibles. Quand est-ce qu'elle commence? Je dis toujours à mes patients et à leurs parents qu'on vient au monde asthmatique, on en part aussi. Il n'y a pas un moment bien déterminé d'apparition. On est asthmatique, c'est comme avoir les yeux bleus. Maintenant, donc, il y a une prédisposition génétique, on est programmé à faire de l'asthme. C'est quoi de l'asthme? En fait, c'est une inflammation des branches qui va jouer sur le calibre des branches, qui va les réduire, les rétrécir. Ce rétrécissement va émettre un sifflement lorsque l'air va s'écouler. C'est ça, grosso modo, de façon très schématique. Donc, cette programmation des branches à se fermer, on est programmé génétiquement. C'est des gènes. Donc, on vient au monde programmé à faire de l'asthme. Avant tout, il y a une composante génétique. Voilà. C'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir pendant la vie. J'y reviens. Donc, alors, cette prédisposition génétique va être sous l'influence des perturbations environnementales. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'épigénétique. C'est-à-dire que je suis programmé à faire de l'asthme, mais lorsqu'on me met dans un environnement hostile, l'asthme va apparaître. Et si on me met dans un environnement qui est tolérant, un environnement qui est propre, n'est pas agressif, je peux ne jamais rien faire de ma vie comme symptomatologie asthmatique. Donc, c'est ce qui explique un petit peu l'asthme chez l'adulte, qui arrive un peu tardivement. Effectivement, c'est comme ça qu'on peut expliquer l'asthme chez l'adulte, c'est que c'est des enfants qui ont été pendant longtemps dans des environnements qui sont, on va dire, favorables, et que les symptômes n'apparaissent pas. Ou bien, c'est un asthme
à manifestation vraiment très minime. C'est une toux qui traîne un petit peu, c'est un enfant qui est un petit peu plus essoufflé que les autres camarades, et on ne pourra le diagnostiquer que bien après. Donc, il y a différentes formes, on est programmé génétiquement, et l'environnement joue un rôle important. Et c'est pour ça que cette journée est importante pour la sensibilisation, dans la mesure où on ne peut pas changer ses gènes. On ne peut pas dire aux gens, vous ne pouvez pas avoir d'enfant parce que vous êtes prédisposé à l'asthme, votre enfant va en faire. Non. La seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'environnement. Donc, on ne touche pas aux gènes, mais on peut modifier l'environnement pour faire que cette interaction entre le gène, la prédisposition génétique, et l'environnement n'ait pas lieu. Et donc, on peut prévenir de façon primaire l'asthme. Quand on parle d'un environnement sain, de quoi s'agit-il exactement? Il y a différentes choses qui vont hériter les branches qui sont programmées pour se fermer et pour avoir de l'inflammation. Il y a quatre rubriques globalement. La première étant les infections, donc c'est les infections essentiellement virales. C'est pour ça que les enfants vont faire des infections, vont attraper un virus quand ils sont dans la crèche. Toute la vie en communauté, cette contagion va faire qu'ils vont faire développer des exacerbations. La deuxième chose, c'est tout ce qui est allergique, donc l'exposition à certaines substances, les pollens par exemple, les acariens de maison, et j'en passe plusieurs, il y a une multitude d'allergies, donc les gens peuvent faire leurs symptômes. Et la troisième chose, c'est les toxiques. Les toxiques étant par exemple la fumée de cigarette, la pollution atmosphérique, les substances industrielles, les substances professionnelles, toutes ces substances-là peuvent entraîner des exacerbations. Donc, et le quatrième facteur, c'est l'effort. Quand un enfant fait beaucoup d'efforts, il peut fermer ses branches et commencer à tousser. Donc on peut modifier, agir sur les infections, éviter à ce qu'il y ait de la contagion par l'hygiène des mains, par le port de masque, par la distanciation, par tous les moyens de prévention que les Marocains aujourd'hui maîtrisent parfaitement après la période de la Covid. Également, l'exposition aux substances allergéniques, lorsqu'on les connaît, on peut les éviter et on doit tous éviter les toxiques industriels et tabagiques. Le sport, on ne peut pas l'éviter. Au contraire, on doit les encourager à faire du sport. Donc, voilà ce que c'est, comment on peut avoir un environnement sain. C'est éviter... comment allier asthme et activité physique et sportive? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Oui, il y a quelques précautions à prendre. Il y a fort longtemps, quand on a commencé avec mes amis pneumologues pédiatres à nous occuper de l'asthme de l'enfant, à l'époque, on disait aux enfants, ne courez pas, ne jouez pas, vous allez faire votre crise ou votre exacerbation. Mais on a vu qu'on les privait de leur enfance. Et puis, dans le monde entier, la décision a été prise, l'orientation a changé et qu'on poussait les enfants à faire du sport, à vivre leur vie pleinement, tout en augmentant éventuellement les médicaments. Donc, on ne doit pas priver un enfant de son enfance, on doit prendre toutes les mesures et les précautions d'éviction d'un environnement hostile, d'un traitement bien conduit pour lui permettre de vivre son enfance. Donc, le sport et l'activité physique n'est en aucun cas interdite ni exclue pour un asthmatique. Il doit mener une vie comme tous les autres. Et on va y comme venir. Prévention, pardon. Et on va y venir justement à ces traitements qui accompagnent le quotidien de ces personnes donc atteintes d'asthme. Quel traitement aujourd'hui? Quels symptômes et quel diagnostic? Alors, il est souvent corrélé à l'asthme le sifflement. Il y a un grand adage qui dit « tous les asthmes ne sifflent pas ». Tout ce qui siffle n'est pas asthme. Ça veut dire que cette corrélation dans l'esprit du commun des mortels que c'est le sifflement, non. On peut avoir de la toux, tout simplement. Une toux qui se continue, qui dure longtemps chez un enfant, chez un adulte. On peut avoir de l'essoufflement. Quelqu'un qui s'essouffle lorsqu'il fait un effort, ou bien quand il fait du sport, ou bien quand il marche beaucoup. On peut avoir du sifflement, comme on peut avoir des excrétions, des sécrétions au niveau pulmonaire. Donc, les symptômes sont différents. Ils sont majoritairement dominés par le sifflement, certes, mais d'autres symptômes peuvent exister. Donc, les tableaux cliniques sont différents. Deuxième des choses, ces tableaux, en général, peuvent être momentanés dans des périodes où on fait ce qu'on appelle une crise, qu'on appelle scientifiquement une exacerbation, puis redevenir à la normale. Donc, ça peut être cyclique. Donc, le traitement doit se concevoir de deux manières. Comment je dois traiter
le moment aigu, quand on est en pleine crise, c'est-à-dire on siffle, ou bien on tousse, ou bien on est essoufflé. Pour cela, en général, on utilise des médicaments qui ouvrent les branches et des médicaments qui enlèvent l'inflammation, que tout le monde connaît, les bronchodilatateurs et les corticoïdes. Par contre, l'enfant, par exemple, est un être humain en plein développement. Il grandit, il prend de la taille. Son poumon aussi est en train de grandir. Et si ce poumon est souvent altéré par des crises, il ne va pas grandir correctement, il aura des séquelles. Et on aura un adulte avec un poumon qui n'a pas bien grandi. Donc pour éviter ce décalage entre la croissance corporelle, on va dire entre guillemets, et la croissance du poumon, on utilise un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est un traitement qui se prend même quand on n'est pas malade. C'est un traitement qui va permettre de réduire les symptômes, qui va permettre d'espacer ou d'éliminer les périodes d'exacerbation ou ce qu'on appelle les crises, mais surtout, et j'insiste dessus, c'est qu'il va aider le poumon à grandir correctement sans séquelles et accompagner ce poumon à arriver à un stade de maturité adulte avec des fonctions respiratoires qui sont respectées. Donc ce traitement de fond, souvent les gens disent quand je le prends, je ne sens pas que l'autre, quand je prends, quand j'ai la crise, c'est vrai, quand tu as une crise, c'est ça le traitement, c'est comme un médicament contre la douleur. Tu le prends quand tu as mal, quand tu n'as pas mal, tu ne le prends pas. Il y a d'autres médicaments qui sont un traitement de fond et qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut utiliser pendant très longtemps, pendant plusieurs années, pendant 3, 4 ans. En général, on donne des espaces on va dire, de répit aux enfants et même aux adultes en été, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agression, donc on peut changer. Mais tout cela, en général, peut être suivi, c'est-à-dire que quand on, par exemple, suit la croissance d'un enfant, nous, pédiatres, on va le mesurer, on va le peser. Donc, on peut aussi également mesurer la respiration chez les enfants et accompagner cette croissance de façon objective. Merci à vous, monsieur professeur, plutôt, Amil Hassani, pour avoir été notre invité ce soir et pour ce sujet d'ailleurs important. Il faut sensibiliser le public sur la maladie de l'asthme en général. Je rappelle que vous êtes professeur de pneumologie et de pneumo-allergologie pédiatrique. Vous êtes également directeur national de pneumologie pédiatrique et pédiatre à l'hôpital Cheikh Zayed. Merci. C'est la fin invitée de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonne soirée.